jour de match NBA, nouveau CQFR, mais pas d'Antoine Piemel exceptionnellement ce matin. C'est moi qui le remplace, c'est moi qui ai la chance et l'honneur de le remplacer, accompagné comme toujours par le Rock, Dwayne Johnson aka Shai Mamou. Voilà, toujours fidèle au poste pour décrypter un petit peu l'actualité de cette nuit NBA. Il y avait 8 matchs la nuit dernière. On en parlait un petit peu avant de prendre l'antenne. C'était vraiment une soirée de séries, des séries qui se poursuivent, des séries qui s'interrompent. Et l'une des plus hypées, des plus intéressantes, des plus passionnantes de toute la saison, c'est de savoir si, oui ou non, les Detroit Pistons vont réussir à battre le record de nullité, la plus longue série de défaites d'affilée. Ça a l'air de plus en plus bien parti. Attention, Antoine avait parié à une bouteille qui battrait pas ce record. Ils en sont pourtant à 25. Le record est à 26, donc ils sont à une défaite de pouvoir l'égaler. Les Detroit Pistons qui se sont donc inclinés 111-119 hier face au Utah Jazz, qui n'était pas du tout au complet. Ouais. Shai, un petit mot sur cette fantastique épopée des Detroit Pistons Ah, 2023-2024. c'est terrible. Je voyais Monty Williams après le match qui a dit je vais être économe en mots, sinon je vais dire des bêtises. C'était l'occasion, c'était une des occasions de mettre un terme à cette série parce qu'ils étaient à domicile. Le Jazz, comme tu l'as dit, ils étaient vraiment pas au complet. Il y a eu un moment dans le match où ça ressemblait à une équipe qui voulait mettre fin à la série. Ils étaient devant, ils défendaient correctement. Tu te dis, bon, ça y est, ils ont pris conscience du truc. Ils sont devant leur public. Il peut pas en être autrement. Et puis, ils sont retombés dans une médiocrité, euh, un laxisme défensif, un manque de confiance globale. Hein. De toute façon, quand tu enchaînes les défaites, même contre une équipe du Jazz diminuée, ça reste des joueurs NBA en face qui veulent pas être ceux qui ont perdu contre l'équipe qui avait perdu 24, 25 matchs, peu C'est clair. importe. C'est ça, je veux dire, t'as jamais envie d'être cette équipe-là et ça s'est terminé par une défaite des Pistons qui se sont mangés Kelly Olynyk à 27 points à 10 sur 16 et qui n'ont pas su faire le job à la fin et sont plus qu'à une défaite du record qui est jusqu'ici co-détenu. Alors, c'est un peu particulier parce qu'il y a le record sur une saison, 26 défaites de suite, qui est la copropriété des Cavs de 2010-2011 et des Sixers de 2013-2014, les fameux de Sam Hinkie. Et il y a cette série aussi à cheval sur 2 saisons des Sixers entre la saison 2014-2015 et 2015-2016, qui est de 28. Là, ils sont tout à fait capables de battre les deux records. Les deux. C'est ça qui est fou. C'est ça. Alors c'était quand même le choc au sommet entre Kelly Olynyk hier et Marvin Bagley 3 pour ceux pour ceux que ça branche. Marvin Bagley qui finit avec 22 points à 10 sur 12, belle perf mais dans une défaite. Le meilleur joueur du côté des Pistons, enfin le meilleur joueur du moins statistiquement, je pense que c'était sans doute Kate Cunningham qui finit avec 28 points mais 10 sur 22 au tir, 10 passes, 6 rebonds. Jaden Ivey qui finit avec 24 points, pas de Killian Hayes toujours malade. Ouais. Ça commence vraiment à être long du côté de Détroit, c'est assez dramatique quand même. C'est beaucoup trop long et j'en viens vraiment à me demander s'il va pas. Alors, c'est compliqué parce que le contrat de Monty Williams, il est quand même très, très juteux, mais j'ai l'impression qu'il y a une erreur de casting, il y a une erreur de projet. Monty Williams, c'est un excellent coach. Hein. Je veux dire, il a été coach de l'année il y a quoi? Il y a 2 ans. Il a fait souvent de très bons passages dans ses équipes, mais je l'avais déjà dit, la transition entre jouer le titre et quelques mois après repasser sur un groupe très jeune et qui n'a pas les mêmes aspirations. Je crois que le fit n'est pas bon et j'ai l'impression que ça. Il y a des séries de défaites formatrices. Tu sais que ça peut à un moment aller dans la bonne direction. Là, on voit toujours pas la direction. C'est-à-dire que on voit, même tu parlais de Kate Cunningham qui fait des stats dans les matchs. Hein, c'est très correct. Mais moi, je pensais que là, on serait en train de parler d'un joueur. Alors, bon, j'envisageais pas les Pistons aussi bas, forcément, mais limite, on se dirait, ah, il est quand même pas si loin que ça du niveau All-Star. Là, il n'arrive pas à casser la série de défaites, c'est qu'il n'est pas encore au niveau de ces jeunes joueurs qui portent leur franchise, donc c'est triste. Après, il y a des blessés aussi du côté de Détroit, mais c'est vrai que c'est dur parfois de comprendre un petit peu même la rotation. Osar Thompson qui est toujours sur le banc, 19 minutes. Bon, mystère. Comme tu le disais, Monty Williams qui a fait des belles choses aussi avec des équipes de jeunes par le passé. Il n'a pas coaché que des équipes estampillées finale NBA, mais bon, là, les
les records sont peut-être, ils vont peut-être passer dans l'histoire de la NBA, mais pour de Mm. mauvaises raisons, pardon, Détroit, c'est assez mal parti. Allez, je te propose de partir Ouais. sur une série qui, pour le coup, s'est interrompue. C'est la série de victoires des Clippers, l'une des équipes les plus chaudes du moment, qui s'est interrompue hier. Les Clippers battus 134-115 face à une équipe toujours aussi solide du Ouais. Thunder. Si je me trompe pas, il y avait du côté des Clippers, ils n'étaient pas tout à fait au complet Ah, puisque y a Kawhi pas que Leonard ouais, ouais. voilà, Kawhi avait été laissé au repos. Qu'est-ce que tu as retenu toi de ce match? Que sans Kawhi, c'est pas la même équipe, mais ça c'est d'une évidence, c'est totalement évident. Mais ouais, pendant cette série, on a vraiment souligné que Kawhi était devenu le patron, comme il devrait l'être depuis le début de son aventure avec les Clippers. Et là, quand il est pas là, et contre une équipe aussi forte qu'OKC, qui, je le rappelle, est deuxième de la conférence Ouest et n'a certainement pas volé sa place, c'est plus compliqué. Et puis il y a enfin, la fatigue aussi qui entre en ligne de compte, hein. C'est très dur d'enchaîner les victoires NBA, c'est dur physiquement, c'est dur mentalement. Donc il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de scandale, hein. Il fallait que ça s'arrête à un moment. Et là, sans Kawhi, c'est pas illogique. Je retiens du coup le Thunder qui a été au niveau du rendez-vous avec Shai Gilgeous-Alexander qui met 31 points. Chet Holmgren, alors il a arrêté le mode bloc party, là, il a arrêté de faire 7-8 contres par match. Il s'est concentré un peu plus sur le scoring et la passe. 23 points, 7 passes, 6 rebonds. Un panier assez fou où il se fait une passe pour lui-même contre la planche pour aller dunker, alors que le score était assez serré. Il est incroyable. Je le dis à chaque fois, et ce garçon-là c'est une future star. C'est peut-être déjà une star actuelle. C'est un joueur phénoménal. Ousmane Dieng est entré 8 minutes, a participé un peu à la fête. Il a inscrit 7 points. Mais voilà, je retiens la solidité de Casey. Et je ne remets pas cette défaite ne remet pas du tout en cause la bonne forme actuelle des Clippers. J'ai bien aimé aussi l'entrée en jeu de Westbrook qui a été acclamée par le public Il de était bon. il a été bon, et puis ça a fait plaisir de le voir toujours aussi populaire dans son ancienne équipe. Ouais, Westbrook, 15 points, 13 rebonds, 4 passes, 7 sur 12 au tir, il a été bon, effectivement, mais je partage tout à fait ton avis dans le sens où c'est pas. Ce résultat montre plutôt la solidité d'OKC plutôt qu'une faille ou un coup de mou des Clippers. Du côté d'OKC, il y a quand même 6 joueurs à 11 points ou plus. Je te donne leurs stats au global. Ils ont shooté à plus de 58% au tir, 47% à 3 points, presque 90% au lancer franc. Voilà, ils étaient injouables. Tu as parlé de Chet Holmgren, 9 sur 11 au tir. C'est une machine en termes de régularité, de constance et voilà, de qualité de jeu. Cette équipe et ce joueur continuent d'être vraiment impressionnants. Voilà, belle perf plutôt du côté du Thunder plutôt que mauvaise passe du côté des Clippers, je pense. Autre match, alors celui-là, il était vraiment sympa à suivre, c'était le choc, oui, on peut parler de choc, hein, de la conférence Est entre le Orlando Magic Et oui, et les Milwaukee Bucks. Victoire de 4 points des Bucks, 118-114. Il y avait pas mal de choses à retenir dans ce match, il y a eu des belles performances, on a vu des belles actions. Yanis qui se fait contrer 2 fois de suite par Jonathan Isaac, et après qui revient se venger en mettant un énorme dunk sur la tête du même défenseur. ouais. Bref, pas mal de belles choses. Encore une fois, hein, le duo, on a l'impression que le duo Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo commence vraiment à trouver des automatismes et une manière de jouer ensemble. Qu'est-ce que tu as retenu, toi, de cette rencontre? C'est ça, ce que tu as dit, c'est-à-dire que match après match, ils continuent de peaufiner leur entente, même si l'un des deux peut avoir un moins bon match. Là, Lillard était sur une vraiment grosse série, notamment offensive. Là, ils shootent à 5 sur 17, mais malgré ça, leur tandem fonctionne bien. Chris Middleton autour, dont on parlait un peu moins ces dernières semaines, on se demandait toujours est-ce que son corps tient le choc, est-ce qu'il est capable de jouer 30 minutes, d'être le lion qu'il faut dans cette équipe. Là, il l'est totalement. Les Bucks sont de plus en plus solides. Orlando peine un petit peu en ce moment, mais bon, contre des grosses équipes comme ça, c'est pas facile. Il faut aussi, il y a la réintégration de Wendell Carter ils prennent le temps de la faire, quitte à perdre des matchs, mais il a rejoué encore dans le 5 une vingtaine de minutes. C'était pas foufou, mais ça va revenir. Et j'aime bien voir le Magic réussir à être à peu près au niveau d'équipes comme ça. Milwaukee maintenant est vraiment lancé, est une très très grosse équipe de la ligue, et les voir au moins les accrocher un peu, c'est ne serait-ce que par période, c'est déjà satisfaisant. Orlando est sur 4 défaites de suite quand même. J'espère que la série, en l'occurrence, on parle de série depuis tout à l'heure, la série va s'arrêter, qu'ils vont pouvoir repartir de l'avant.
Ouais, bah, en tout cas, les joueurs cadres ont quand même répondu présent. Franz Wagner, 29 points, 6 Mm. rebonds, 6 passes. Paolo Banchero, 23 points, 7 rebonds, 4 passes. Mo Wagner, toujours aussi saignant Ouais. en sortie de banc, 21 points, 8 rebonds. Ils ont fait le job. Et puis, je donne quand même les stats de Giannis Antetokounmpo hier, qui Ouais. était en mode fâché, 37 points, 10 rebonds, 6 passes. Voilà, effectivement, c'est intéressant de voir quand même que même Orlando, tu vois, même après, dans une série de défaites, elle pousse quand même Milwaukee à sortir le grand jeu, entre guillemets, à vraiment se donner Ouais. à fond pour aller chercher ce match. C'était une belle affiche, en tout cas, hier dans la conférence Est. Il y avait une autre affiche qui aurait dû être une belle affiche, mais finalement, enfin, si, c'était une belle affiche quand même, dans la conférence Ouest. Les Minnesota Timberwolves qui se sont imposés 118-111 face aux Los Angeles Lakers, privés de LeBron James. Ouais. Euh, Gros match d'Anthony Davis, 31 points, 8 rebonds, 4 passes, mais oui, gros match d'Anthony Davis. Austin Reeves qui a répondu présent en sortie de banc, 20 points, 8 rebonds, 5 passes. Et de l'autre côté, du côté des Wolves, j'ai l'impression que tout a fonctionné. Petite blessure quand même de Karl Anthony Towns pendant le match, tu vas peut-être Ouais. nous en parler, Shai, mais sinon, en gros, là encore, les starters ont cartonné, hein. Je vois les 5 joueurs qui ont débuté le match pour les Timberwolves ont mis tous au moins 14 points. Donc, enfin voilà, belle performance des starters du côté de Minnesota face à cette équipe des Lakers, c'est vrai, amputée de LeBron James. Ouais, les Lakers, donc quatrième défaite de suite. Ils ont été dans le match, hein, ils ont plutôt bien répondu compte tenu de l'absence de LeBron qui est quand même importante, hein. Mais il y a toujours deux, trois trucs qui me chiffonnent. On en parlait hier avec Antoine. Là, je trouve que Darvin Ham, alors bon, il cherche une formule qui fonctionne, il a du mal à la trouver. Et ce que je comprends pas, par exemple, c'est que tu parlais d'Austin Reeves qui a été excellent, qui est toujours très tranchant. Et là, il insiste avec D'Angelo Russell, il insiste avec un fort temps de jeu. Et quand il est interrogé à ce sujet à la fin du match, Darvin Ham dit non, mais je veux maintenir Austin Reeves sous les 30 minutes parce que je veux le garder frais et efficace. Je comprends pas. Enfin, c'est quelque chose qui Il a me. 35 ans, Austin Reeves, ou Bah, qu'est-ce qui se passe? c'est ça, c'est ton troisième meilleur joueur. Il n'y a pas de discussion possible pour moi là-dessus. Dans un match où il n'y a pas LeBron, tu as besoin d'Austin Reeves, tu as besoin de l'utiliser plus que ça. D'Angelo Russell est correct, je dis pas du tout catastrophique, c'est pas lui qui fait perdre le match. Mais je te dis qu'avec Austin Reeves un peu plus impliqué au niveau du temps de jeu, peut-être qu'ils ne le perdent pas ce match parce qu'ils ont quand même été corrects dans cette partie-là. Et bon, quand tu joues sans LeBron et contre une équipe comme ça, c'est difficile de casser cette mauvaise série qui est en train de se prolonger. Les Wolves ont fait un bon match quand même aussi, ils ont bien tenu la barre. Quatre sorties sur une blessure à la jambe, je n'ai pas eu l'impression que c'était très très grave, que ça ressemblait aussi quand même à de la précaution. Mais ouais, voilà, les Lakers, comment dire, Darvin Ham a du mal à trouver cette formule qui leur permettrait de repartir de l'avant. Ils sont à 5 défaites en 6 matchs depuis la NBA Cup. On peut encore se demander, on se demandera l'impact que ça a pu avoir. Les organismes sont peut-être un peu fatigués. LeBron n'a pas joué le back-to-back, ce qui n'est pas non plus hyper étonnant. Je veux dire, on parle d'un joueur qui va avoir 39 ans et qui a eu 39 ans, qui va les avoir. Je sais plus. Non, il va les avoir. Euh, c'est pas anormal de le voir en repos sur du back-to-back, mais on pourrait s'attendre à ce qu'avec Anthony Davis et Austin Reeves, ça puisse suffire sur certains matchs. Là, ça n'a pas été le cas contre une bonne équipe de Minnesota. Et avec cette utilisation, cette rotation que je trouve encore un peu tâtonnante, toujours peu de temps de jeu pour Jared Vanderbilt aussi notamment. Enfin voilà, c'est des choses sur lesquelles ils vont devoir plancher à mon avis dans les prochains jours pour éviter de se prendre la tête. Parce qu'au classement, en sortie d'NBA Cup, on se disait les Lakers sont vraiment bien, ils sont pas loin des premières places. Franchement, c'est intéressant. Et là, alors, ils sont toujours qu'à 2 victoires du top 6, ce qui c'est pas catastrophique, mais ils sont maintenant à peu près dans la même catégorie que les Warriors, par exemple, qui étaient considérés en crise, que les Suns, qui sont pas bien du tout non plus. Donc non, les Lakers ne vont pas très bien. Ouais, c'est clair. Bon, pour ce qui est de D'Angelo Russell, je pense que c'est très clair en fait. Simplement, il faut qu'il soit titulaire pour des questions de gestion d'ego et aussi parce qu'ils veulent le montrer pour pouvoir essayer de le trader. Par contre, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que le contrat qui était très intéressant pour les Lakers, ils l'ont signé que pour une saison, si je me trompe pas, Mm. fait qu'il n'est pas forcément si intéressant que ça dans l'optique d'un trade non plus. Parce que finalement, l'équipe qui trade pour récupérer D'Angelo Russell, elle sait qu'il peut se barrer à la fin de l'année. Donc c'est Mm. vraiment. Tu vas chercher plus une équipe qui va elle aussi chercher à se débarrasser d'un autre joueur. Donc bon, Ouais. compliqué toujours de ce côté-là. Je pense que la blessure c'est fou, de Gabe Vincent
pèse beaucoup en fait dans l'équation aussi parce que finalement il leur manque ce troisième playmaker qui peut playmaker ou dynamiteur un petit peu, tu sais, en sortie de banc. La rotation est effectivement pas optimum du côté des Lakers. Du côté des Wolves, je vais vous quand même donner quelques stats. Rudy Gobert, 15 points, 13 rebonds, 3 passes et 3 contres, toujours aussi efficace. Anthony Edwards, 27 points, 7 rebonds, 5 passes. Là aussi, belle progression aussi au niveau du playmaking. C'est toujours intéressant, je trouve, quand Anthony Edwards est au-dessus des 5 passes ou dans ce territoire-là. Ça a bien fonctionné. C'est vraiment, encore une fois, hein, c'est les titulaires de Minnesota qui ont fait le job. Il n'y en a aucun qui a joué moins de 30 minutes. Tu vois, celui qui a joué le moins, c'est Mike Conley qui finit quand même avec 16 points, 8 passes. Voilà. Encore une fois, les Minnesota, malgré tout, confirme sa solidité. Tu te rends compte alors, on est quasiment à Noël et Minnesota est co-leader de la ligue. C'était pas si évident que ça. Pas sûr qu'il y a beaucoup de monde qui l'avait celle-là. Non, c'est clair. C'est clair. On parlait du piètre record que les Detroit Pistons sont en train de battre, ou peut-être sur le point de battre. On est obligé de parler de leurs homologues de la conférence Ouest. Il y avait un match des Spurs hier, c'était le retour de Victor Wembanyama depuis sa blessure à la cheville. Ils affrontent les Spurs qui affrontaient les Bulls et qui se sont à nouveau inclinés, 114-95. Voilà, petit match pour Victor qui a joué que 22 minutes, 7 points, 5 rebonds, 5 passes quand même, faut le noter. Nouvelle défaite du côté des Spurs. C'est quoi? C'est business as usual? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? C'est ça, je crois que ça va être le destin de cette saison. Des séries de défaites entrecoupées de victoires où ils pourront célébrer un peu. Et il y en a des plus frustrantes que d'autres. Il y en a où ils sont dans le combat, ils arrivent à se montrer à peu près à la hauteur de l'adversaire. Là, c'était pénible. C'était quand même pénible à nouveau. Victor a pas beaucoup joué, c'est pas grave. Hein, s'il a une douleur à la cheville, vaut mieux pas insister. Mais sur les 5 passes dont tu parles, il y en a une qui est assez belle dans le dos, no look pass, très très belle, très belle passe. Donc il y a toujours ces flashs où tu te dis, ouais, il est chaud quand même, et où tu te sens presque, tu culpabilises presque d'être chauvin. Tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'il lui donne pas la balle? Il fait 2,50 m et les mecs ils foncent dans le tas, parfois ils l'oublient. T'avais vu cette séquence l'autre jour où il est comme ça, il est tout près du cercle. Je sais plus quel joueur c'est, si c'était Sohan peut-être ou Keldon Johnson, je sais plus. Je crois pas que c'était Sohan, c'était pas Sohan. Non, je sais plus. C'était peut-être Keldon Johnson, ouais. Il mime le fait de sauter après la perte après que l'autre ait refusé de lui donner le ballon. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de séquences comme ça où il réclame la balle de façon très logique, sans que ce soit une question d'ego ou quoi. Il est juste plus grand, mieux placé, plus talentueux que le mec souvent qui va défendre sur lui. Et il n'est pas assez alimenté. J'arrive pas à savoir si c'est les joueurs. Il y a ce manque de talent dont parlait Antoine l'autre jour, peut-être, qu'on n'avait pas forcément soupçonné. On se disait, il y a déjà des joueurs qui ont fait une campagne avec Team USA pour Keldon Johnson, Vassell qui a du talent, qu'on a vu, Sohan qui a plein de potentiel aussi. Là, on voit des limites sur des bouts de match, en tout cas, comme ça, où il n'est pas du tout alimenté. Certes, Chicago, c'est une bonne équipe en ce moment, il faut le redire. Ils n'ont pas perdu contre n'importe quelle équipe. Chicago est une équipe très en forme qui rejoue bien au basket, qui est intéressante à suivre. Je voulais mentionner Patrick Williams, dont on n'a pas beaucoup parlé les derniers jours, parce qu'on a beaucoup parlé de DeRozan, de l'absence de Lavine, de Kobe White. Patrick Williams, qui fait vraiment bien le boulot, qui recommence aussi à montrer pourquoi il avait été drafté aussi haut, qui prend de l'importance et qui a encore fait un bon match cette nuit. Voilà sur ce Spurs Bulls pour moi. Qui joue pour son contrat aussi, hein, parce qu'on sait qu'il veut une prolongation de contrat maximum à plus de 200 millions de dollars. Donc je pense que ça joue aussi. Et tu as raison de mentionner du côté des Bulls, moi celui bah oui, quand même, je trouve ça impressionnant parce que je t'avoue que je croyais pas du tout en ce joueur. C'est Kobe White qui continue quand même dans dans la constance. Voilà, hier il finit avec 22 points, 6 rebonds, 5 passes, 10 sur 15 au tir. Voilà, et lui par contre il monte de belles choses aussi. Je pense qu'il y a un marché, ou du moins il y a un potentiel pour Kobe White honnêtement j'imaginais plus trop, quoi. J'avais un peu fait une croix dans ma tête sur ce joueur là. Donc intéressant du côté des Bulls, ouais. Allez, il nous reste 3 matchs encore à couvrir. Il y avait
Oui, on peut parler de mini-série quand même. Les Grizzlies qui Ouais. gagnent 2 matchs de suite depuis le retour de leur star. Les Grizzlies qui sont imposés 116-103 face à une équipe des Pacers. Il n'y a Ouais. pas tant d'équipes que ça cette année qui ont tenu les Pacers en dessous des 110 points sur un match, faut le noter. On n'aurait pas dit que c'était le retour de Ja Morant qui allait forcément booster la défense des Grizzlies. En tout cas, voilà, les Grizzlies qui sont Ouais. imposés. Ja Morant qui finit avec 20 points, 5 rebonds, 8 passes, 7 sur 16 au tir. Très, 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 très beau match de Ja Morant. Et dans la foulée, avec le retour de Morant, y a Bane qui, lui, sort l'un de ses meilleurs matchs, je pense, de la saison. 31 points, 6 rebonds, 7 passes. C'est fou comme ça simplifie la vie quand tu joues à côté d'une star. Ça, la prophétie est en marche. Antoine Pimet, j'espère que tu nous écoutes. Les Grizzlies reviennent fort. Non, je plaisante. C'est effectivement une mini-série. Mais pour la confiance, son retour change beaucoup de choses. C'est indéniable. Il n'y a pas eu de prestations héroïques comme l'autre jour où il va mettre le game winner au buzzer après avoir marqué 34 points. Enfin, on n'est pas dans ça, mais tu as raison. Autour, ça retrouve de la confiance aussi. Bon, Desmond Bane, depuis le début de la saison, il fait des cartons offensifs, donc ça n'a pas trop changé. Mais par contre, comme je le disais l'autre jour aussi, il a plus la responsabilité d'être l'attaquant numéro 1 et les défenses aussi sont un tout petit peu moins concentrées sur lui. Jaren Jackson, je pense et je l'espère pour lui, va aussi retrouver un peu plus de consistance en défense qui est à la base son gagne-pain. Hein. Il a fait des cartons offensifs comme jamais, mais là il va recommencer, je pense, à retrouver cette qualité-là. Oui, il a été très bon hier. 8 sur 10 au tir, 8 rebonds, 21 Ouais. points. Très belle, Voilà. belle soirée. Alors, on peut nuancer que le fait que les Pacers, comme les Lakers d'ailleurs, depuis la NBA Cup, sont un peu dans un creux, que ce soit physique ou mental aussi, on a peut-être besoin de couper à un moment. Mais oui, les Grizzlies, tranquillement, sans faire trop de bruit, je l'espère, parce que c'est jamais bon quand l'attention se concentre sur eux, mais voilà, pourvu que ça dure. Ouais, allez, je vous donne quand même les stats de Tyrese Haliburton au passage. 17 points à 7 sur 19, 14 passes, 4 rebonds. Voilà. Bon, après, il nous a habitués à tellement de choses folles à Haliburton que c'était pas un gros match. C'est vrai que je pense malgré tout que quand ton meilleur scoreur est Obi Toppin, même s'il fait une super saison avec les Pacers, c'est que la soirée s'est pas forcément bien passée pour Indiana. 2 derniers matchs de la nuit, il y avait un New Orleans face à Cleveland. Victoire 123 des Pelicans qui étaient sans Zion Williamson. Malade, tout simplement. Belle perf des Pélicans face à cette équipe des Cavaliers, qui est vraiment là, qui est de plus en plus dans le dur en termes de liste des blessés, de destination corps valides finale, qui peuvent être alignés sur le terrain. Je sais pas si tu as vu, parce qu'on avait déjà parlé des absences de Darius Garland et d'Evan Mobley, mais là même, c'est-à-dire que Sam Merrill, qui était leur meilleur joueur depuis 2-3 matchs, enfin leur meilleur joueur, j'exagère, mais un mec qui remplaçait au moins un peu en termes d'apport, même lui s'est blessé au poignet avant le match, donc il n'a pas joué. Les Cavs, Il a joué 12 minutes, mais ouais, il il s'est blessé, il a été oublié, il a été limité, quoi. Ouais. Donc tous les joueurs sont il y a un truc, je sais pas quoi, mais il y a un cimetière indien qui est sous la salle, je sais pas ce qui s'est passé, mais et pour parler des Pelicans qui sont bien, j'ai beaucoup aimé alors c'est pas un intérim parce que c'est un joueur important de la rotation, mais Trey Murphy qui a été dans le 5 des Pelicans, qui a fait un très 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 bon match offensif, 28 points, qui a joué un rôle important sur la phase où ils se sont détachés des Cavs au tableau d'affichage. Murphy, c'est vraiment un joueur on n'en parle pas encore beaucoup là. Il avait raté le début de saison sur blessure, mais c'est un mec qui a un potentiel pour marquer, pour faire des énormes cartons offensifs. Je pense, on s'en rend peut-être pas encore compte, mais il a quelque chose, tu vois. Non, tu as raison de le dire, et c'est vraiment un joueur en qui les Pelicans ont ils ont beaucoup d'attentes envers Trey Murphy. On avait parlé à plusieurs reprises dans le podcast. Le début de saison des Pelicans, je pense, ça a été un petit peu rendu compliqué par son absence. En tout cas, depuis qu'il est revenu, vraiment, il carbure. C'est vrai que là, les Cavs, c'était trop dur. Il y avait même pas Donovan Mitchell, n'était pas aligné non plus. T'as pas Garland, t'as pas Mobley, ça faisait trop pour que les Cavs puissent l'emporter. Je vous donne les stats de Murphy quand même. 28 points à 10 sur 16 au tir, 6 sur 10 à 3 points, 4 rebonds, 3 passes, et notamment c'est dans le tir à 3 points, on se disait si vraiment il franchit un cap et que derrière, s'il maintient, je veux dire, son niveau d'excellence dans ce registre et qu'il peut montrer des choses un petit peu en sortie de dribble, de montrer qu'il peut se créer son tir, ça le fait tout de suite passer dans un tiers, une catégorie de joueurs différente. Il reste vraiment, ça reste à suivre. Cette équipe des Pelicans qui est vraiment toujours aussi impossible à scouter et à comprendre. C'est ça, t'as raison.
Et petit mot sur l'info qui était sortie hier sur les Pelicans. Oui, On savait, tout le monde savait qu'il y avait des clauses dans le contrat de Zion quand il l'a signé, pour permettre aux Pelicans de se protéger, enfin de s'assurer un peu contre les blessures et les éventuelles méformes de Zion. Hier, on en a su un peu plus sur ces fameuses clauses. On a appris que le fait qu'il ait joué que 29 matchs la saison dernière, ça a activé une clause qui n'est pas à son avantage, hein, qui ne garantit plus les 3 dernières années de son contrat. C'est-à-dire que si sur les 3 dernières saisons de son contrat, les Pelicans peuvent s'en séparer sans contrepartie. Alors, c'est pas dans leur intérêt immédiat, évidemment, mais là où c'est intéressant, c'est que ça peut aussi inciter des équipes qui seraient intéressées pour un trade à l'avenir. Encore, je parle pas du tout d'aujourd'hui. Zion va plutôt correctement. Il a manqué ce match-là, mais tout va à peu près bien. Si tu sais que tu peux trader plus facilement pour Zion, s'il y a ces clauses-là, si tu peux t'en désengager au bout d'un moment sans handicaper ta masse salariale, ton avenir, je pense que c'est pas inintéressant. On apprend aussi qu'il doit passer 6 pesées par an, que si elles sont satisfaisantes, il regagne certains des acquis de son contrat en termes de salaire garanti, à coût de 20%, je crois. Plus il joue de matchs aussi et plus il satisfait de peser, il regagne du salaire garanti. Donc voilà, bon, après, c'est les termes techniques contractuels, mais on en sait un peu plus sur le contrat de Zion. ouais, et dernier match de la soirée, victoire des Washington Wizards 118-117 face à Portland. Un match dans lequel les Wizards ont commencé tambour battant. Ils ont commencé par un 8-0, je crois, pour ouvrir le match. Malgré tout, même après avoir mené, ça s'est quand même joué à rien du tout. Les Blazers ont une dernière possession. C'est Jeremy Grant a même eu un dernier tir pour essayer de gagner le match au buzzer. Mais finalement, les Washington Wizards qui ont réussi à s'imposer. Meilleur joueur du match du côté des Wizards, meilleur score en tout cas, Kyle Kuzma, 32 points, 8 rebonds, Ouais. 6 passes à 11 sur 22. Petit match pour Bilal Koulibaly, 18 minutes seulement, 2 points, 2 rebonds, 2 passes. Voilà un match. Et puis non, pardon, il faut quand même souligner la grosse soirée de DeAndre Ayton, 23 points, 16 rebonds dans la défaite des Ouais. Blazers. Il y a des choses à retenir vraiment de ce match. J'arrive soit Antoine, soit Antoine, soit honnête. Le lapsus complètement fou et absurde. Soit honnête. Non, pas spécialement, juste que les Blazers sont bien revenus au score, on va dire. Si les fans des Blazers veulent toujours des petits motifs d'espoir, ils sont revenus dans le match. Ils n'ont pas réussi après à confirmer cette remontée. Bon, moi, j'ai bien aimé le match de Tyus Jones aussi. Forcément, c'est un peu mon Ah gars, oui. 24 points. J'aime toujours bien ce joueur et j'espère toujours le voir ailleurs rapidement. Deni Avdija aussi très correct. Tu remarqueras que j'en parle pas beaucoup cette année parce que c'est pas le meilleur joueur de l'effectif, hein, loin de là. Enfin, c'est pas le plus Il était impactant, bon hier. mais voilà, tu fais toujours un peu de tout. Je maintiens que c'est un joueur qui ailleurs, dans un autre contexte plus compétitif, peut avoir ce rôle de couteau suisse que beaucoup d'équipes cherchent, beaucoup d'équipes ambitieuses cherchent. Là, il fait 13 points, 11 rebonds, 6 passes. Mais voilà, pas plus que ça. Effectivement, Bilal Koulibaly un peu plus discret que lors de d'autres précédentes sorties. Il avait fait un très bon début de mois de décembre. Là, il est un tout petit peu plus discret, on va dire, depuis 2-3 matchs, je trouve. Allez, j'ai une question quiz pour toi, mais faut pas que tu regardes, hein. Sans tricher, est-ce que tu saurais deviner qui a eu le plus gros plus-minus sur ce match? Du coup, à Washington en général En ou... tout, de tout le match. Euh, non, c'est pas Avdija, non? Non, allez, je te donne la réponse, mais j'en ai une autre pour toi. C'est Matisse Thybulle, Ah plus ouais? 19. Est-ce que tu pourrais me deviner combien de points il a marqué dans ce match? Ah, comme d'hab, 0, non? Zéro, Oui, voilà. exactement. Comme d'hab. 0 sur 3 au tir, mais par contre, c'est la stat complètement folle. Mais voilà, on connaît Ouais. ses qualités de défenseur. Je suis pas étonné qu'il ait été dans les plus-minus, mais c'est marrant quand même qu'il est le plus gros du match. Quand tu finis avec 0 points, c'est quand même assez rare. Ouais, non, mais c'est un joueur particulier, de toute façon. Il se fait un peu oublier, mais c'est aussi lui le genre de joueur qui serait un peu intéressant dans une équipe plus ambitieuse. Il y en a quelques-uns des comme ça, hein, quand même. Et là, aux Blazers, il est forcément moins intéressant. C'est pas assez logique. C'est clair. Allez, on va arrêter là ce CQFR. Vous savez que vous retrouverez donc demain samedi, il y a le CQFR du samedi, ce à quoi il fallait répondre. On répondra à toutes vos questions, du moins à l'ensemble au maximum possible. Lundi 25 décembre, pas de CQFR, on fait un break, mais il y aura bel et bien un podcast, donc vous pouvez nous retrouver. Et puis après, le reste de la semaine, on retrouve nos rendez-vous habituels. Dimanche, vous retrouverez aussi le podcast Hoop Culture avec Pierre Armand Samama et moi-même. Bref, vous n'avez pas fini de nous entendre. Passez une super journée et à très vite.
Salut.